Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, la guerre en Ukraine et la mémoire africaine pour les enfants. Au 5e jour de l'offensive russe en Ukraine, Moscou veut trouver un accord avec Kiev. Le négociateur russe a déclaré vouloir trouver un arrangement pour faire cesser les affrontements en Ukraine. Des discussions ont eu lieu en Biélorussie aujourd'hui. Et par ailleurs, et pour la première fois de son histoire, l'Union européenne achète des armes et les livre à un pays non membre. Le financement de ces opérations s'élève à quelques 450 millions d'euros, bien sûr d'armement et d'autres équipements à l'Ukraine, donc pour faire face à cette invasion russe. La Pologne, c'est la Pologne, donc pays voisin de l'Ukraine, qui devrait servir de base logistique pour l'approvisionnement de ces armes. Encore faut-il qu'ils arrivent à temps. Et si c'est toujours le bon moment pour recevoir des armes pour contrer cette invasion qui dure donc depuis déjà 5 jours. Concernant les sanctions économiques cette fois, et malgré les réticences de quelques pays, pour ne citer que l'Allemagne, l'UE a trouvé un accord, en tout cas semble trouver un accord. On fait donc le point ce soir en compagnie du général François Chauvency, général de brigade et expert en géostratégie, et également du colonel Hassan Saoud, qui est avec moi sur le plateau, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Et sans transition, juste pour finir cette introduction, et toujours au menu de questions d'actu ce soir, coup de projecteur sur une initiative de l'UNESCO en faveur de la mémoire de l'esclavage en Afrique. Il s'agit d'une série de livres pour enfants en partenariat avec la maison d'édition Langage du Sud. Elle a été créée, donc, cette série au Maroc, avec comme objectif de diffuser de nouvelles approches pour enseigner l'histoire africaine et valoriser son patrimoine historique et culturel. Se joindront à moi, donc, en seconde partie, Patricia Defever, directrice de la maison d'édition Langage du Sud, et Gabriela Ramos, pour représenter l'UNESCO. Mais avant, j'accueille donc sur le plateau le colonel Hassan Saoud. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Et par Skype depuis Paris, le général François Chauvency. Bonsoir général Chauvency, merci de vous joindre à nous également depuis Paris. Bonsoir madame, bonsoir mon colonel. Alors au matin du 5e jour, en tout cas, c'est aujourd'hui que cette offensive a atteint le 5e jour, offensive russe en Ukraine. On dénombre déjà plusieurs centaines de civils tués. Côté russe, on parle de quelques 5000 soldats tués, donc des chiffres toujours qui restent à prouver, parce qu'il y a une réelle guerre d'information, outre que la guerre sur le terrain. Quel risque d'extension du conflit, messieurs? Je commence avec vous, colonel Saoud. Bonsoir mon général, content de vous croiser. Voilà 4 jours qu'une guerre globale a été déclenchée contre l'Ukraine, guerre militaire, guerre informationnelle, cyberguerre, et évidemment qui était partie pour être une guerre éclair. 4 jours après avoir pris certaines infrastructures stratégiques critiques, Tchernobyl, l'aéroport où on fabrique les avions Antonov et quelques points stratégiques importants, nous sommes dans une autre phase. C'est peut-être un peu venir du sud pour aller directement dans le Donbass et faciliter l'accès à Kiev. On vient aussi du côté de la Pologne et on vient du côté est. Donc c'est une guerre globale, mais visiblement, elle piétine. Je pense que, évidemment, le président Poutine qui a lu Clausewitz pensait que la guerre c'est la continuation de la politique autrement. Et donc, pour contraindre l'adversaire à, évidemment, obéir à vos décisions, visiblement, ils n'ont pas tenu compte de la ténacité, de la résistance de la population ukrainienne. Voilà où c'est qu'on en suit. Il y a quand même ce petit ralentissement de l'invasion concomitant aux négociations en cours dans la frontière biélorusse. On verra, quoique le président ukrainien a dit déjà qu'il n'en attendait pas grand-chose. Mais c'est à suivre. Peut-être qu'au cours de la discussion avec le général, on fera un peu le point de la situation. Général
Chauvency, est-ce que vous, selon votre perspective, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, la Russie se retrouve quand même face à un ennemi dont elle n'a pas, ou peut-être elle aurait sous-estimé la résistance? Oui, totalement. Je pense que Vladimir Poutine pensait conquérir Kiev en 48 heures. C'est un peu ce que disent tous les analystes, hein, bien sûr après coup, en disant, Kiev n'a pas été pris. Pourquoi Kiev? Parce que justement, comme Clausewitz, le but est de prendre la capitale, et si on prend la capitale, on prend le gouvernement, et on peut installer le gouvernement que l'on veut, et le pays capitule. Le monde a changé. Peut-être que Vladimir Poutine ne le sait pas. Le monde a changé. Il pensait que l'Ukraine, d'abord, avait une population très russophile. La réalité, il y a une population russophone, pas forcément russophile, et qui se sent beaucoup plus proche de l'Union européenne par la démocratie que cette union représente. Donc, il a cru qu'avec la force armée, en ne respectant pas le droit international, qu'il pourrait conquérir facilement ce pays, avec une armée d'ailleurs qui n'avait pas une bonne réputation. La réalité est tout autre. D'abord, on a eu un président ukrainien qui s'est révélé, qui a su montrer qu'il était là, lutter contre la désinformation, et finalement, alors qu'on le disait assez faible, assez peu compétent, il a montré qu'il pouvait être un chef de guerre, au moins par l'image qu'il donnait. Pas forcément. Est-ce que justement, pas forcément, voilà, est-ce qu'il y a une réelle guerre d'image aujourd'hui, Général Chauvency? C'est sur cela que joue justement le président ukrainien pour prouver au monde entier que l'Ukraine peut rester debout. Mais concrètement, vous pensez réellement que l'Ukraine pourrait faire le poids face à la Russie, en tout cas militairement? Alors, je dirais que cela dépend. Ne faisons pas de pronostic sur la sortie de la guerre ou la fin de la guerre. C'est impossible, premier temps. Deuxième temps, ce que nous constatons sur le terrain, et on ne parlera pas des chiffres qui ne veulent rien dire, parce qu'en fait on n'en sait rien, c'est que pour l'instant, le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne se battent. Et les Russes avancent que très peu. Ils avancent, certes, mais lentement. La seule chose qui peut changer la donne, c'est que si l'Ukraine, par ses armées, par son armée, et par sa population tient suffisamment longtemps face aux Russes, peut-être que tous les approvisionnements dont vous avez parlé tout à l'heure, en armement notamment, pourront arriver aux mains de la population et de l'armée ukrainienne, et là, changer le rapport de force. Et donc, dans 3-4 jours, on verra si les Russes peuvent aller plus loin, mais si cet approvisionnement arrive, je pense que les Russes seront mis en échec, et c'est bien pour ça que Poutine demande depuis 72 heures des négociations. Et que le président ukrainien commence à poser ses conditions, ce qui n'était pas le cas il y a 48 heures. Alors oui, puisque vous évoquez cette question de la position russe, le président Poutine qui brandit cette force de dissuasion, colonel Saoud, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une force de dissuasion, donc on parle de force de dissuasion nucléaire, mais qu'en est-il réellement et concrètement et de manière réaliste? Est-ce que vraiment le président Poutine peut avoir peut-être recours à l'arme nucléaire? Nous sommes dans une position d'escalade extrême, parce qu'après, il n'y a plus rien. Psychologiquement, et ça n'engage que votre serviteur, je pense qu'en prenant cette décision, il était dans une abolition du discernement. Parce que l'arme nucléaire est faite pour la dissuasion. Et évidemment, en passant à cette phase-là, il n'en a pas précisé d'abord le degré. De quel degré il s'agit. Mais en tout cas, je pense que c'est de la gesticulation. Oui. Il veut faire, on pensait aussi qu'avant l'invasion de l'Ukraine, c'était des gesticulations aussi de la part russe, jusqu'à ce qu'ils mettent effectivement ces menaces à exécution. Mais moi, je n'étais pas de ceux qui pensaient qu'il n'allait pas agir. D'accord. Parce que c'était préparé depuis très longtemps. Il faut rappeler un peu l'histoire, madame, parce que ces actions-là dataient de 2008. L'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et dans la Transnistrie, c'était des chevals de Troie mis dans un giron qui voulait s'émanciper de la Russie. Et la Crimée en 2014. Donc c'est un projet poutinien de longue date pour un regain d'influence qui est incontestable. Maintenant, l'arme nucléaire, ce n'est pas un fusil.
C'est un bouton, c'est des procédures. Et donc, à mon humble avis, d'abord, il ne s'adresse pas à l'Ukraine, il y est. Mais il brandit cette arme parce qu'il l'a dit dans le premier discours, quiconque voulait s'immiscer dans le sera contraint à subir des représailles et tout ça. Oui. Je mettrai ça peut-être dans la rubrique gesticulation parce qu'il sait qu'il a perdu en Ukraine. Donc pour vous, c'est une guerre déjà perdue, colonel Saoud. J'ai dit qu'il était freiné. Il était parti pour une guerre éclair. Oui. Il se trouve face à une résistance importante et face à un président, comme disait le général, qui s'est avéré un chef de guerre qui est là. Et puis, dans la guerre urbaine, je pense qu'une armée comme celle de Russie, et pour cette armée-là, il sera très difficile de venir à bout de la volonté des Ukrainiens, au-delà de la quincaillerie, parce que la volonté des hommes, c'est une grande partie de la réussite d'un combat. Très bien. Une réaction, Général Chevancy, en ce qui concerne cette menace, est-ce qu'on pourrait craindre qu'il la mette à exécution, ce président Vladimir Poutine? Pardon. Je partagerai en grande partie ce que vient de dire le colonel, avec quand même une petite nuance. Si Poutine perd la face, s'il perd, il ne gagne pas sur le terrain, ne sera-t-il pas contraint, en désespoir de cause, pour rester au pouvoir et ne pas perdre la face, de faire un geste entre guillemets nucléaire? Et c'est peut-être le seul risque majeur qu'on a. Il n'y a pas que l'arme nucléaire au sens destruction des cités. Il y a l'arme nucléaire tactique qui, à ma connaissance, n'est pas totalement exclue dans l'emploi de forces conventionnelles, en appui de ces forces conventionnelles. Donc, la question que je poserai, c'est finalement, est-ce que Poutine est dans le monde de la réalité? Parce que mettre devant l'arme nucléaire, ça ouvre tellement de possibles qu'il ne peut susciter que des réactions, et ça m'étonnerait que ce soit les Américains, les Britanniques ou les Français, on puisse en rester là. Donc maintenant, est-ce que c'est de la gesticulation? Moi, j'ai quand même une crainte, ce que je viens d'expliquer, la crainte que Poutine, pris à la gorge par son échec, veuille faire un dernier coup d'éclat pour essayer de changer la donne. C'est un risque. Il est pas énorme, mais il existe, et je crois qu'il faut quand même en tenir compte prudemment. Quand vous parlez de guerre tactique, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que depuis le début, c'est une guerre tactique. L'a précisé colonel Saoud il y a quelques instants, ceci a été préparé depuis fort longtemps. Donc, est-ce que peut-être qu'il y a eu des surprises en route qui ont fait que cette guerre tactique a dû changer de visage? Oui, mais je crois que le colonel Saoud a bien expliqué que l'armée russe s'est trouvée confrontée à des combats en zone urbaine. Or, c'est une armée conventionnelle avec des chars, des blindés qui, dans les villes, ils sont très mal à l'aise. Ils sont l'objet de toutes les cibles possibles, de toutes les attaques. Donc, là, tactiquement, je pense que l'armée russe est engluée dans la conquête des zones urbaines parce que la zone urbaine est parfaitement adaptée au combat contre une armée conventionnelle. Donc ça, il faut bien en tenir compte. Maintenant, pour revenir à l'arme nucléaire dont je viens de vous parler, moi, j'ai une hypothèse. Si c'est une arme tactique au sens changer le rapport de force sur le terrain, montrer sa détermination en envoyant un missile nucléaire de faible puissance, mais nucléaire quand même, sur une zone où on a identifié des militaires ukrainiens en nombre suffisant, c'est ça l'objectif, en évitant peut-être des zones civiles partiellement, ça peut être un signe très fort de la volonté de Poutine d'obtenir satisfaction dans son agression. Et c'est là le risque dont je parle. Je ne parle pas d'une nucléarisation apocalyptique. Je dis simplement qu'on n'est pas à l'abri de ce dernier coup de folie, peut-être, pour montrer une détermination et gagner. Alors, parlons à présent de cette réaction, réaction de l'UE, et puis de prendre cette décision inédite. C'est pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne qu'on vient en aide publiquement, il faut bien le préciser quand même, à un pays qui ne fait pas partie de l'Union, avec des armes et des munitions. Comment interpréter cela? Est-ce le bon timing, colonel Saoud? Et surtout, pour quel résultat, in fine? On a toujours évidemment reproché à l'Union européenne cette réactivité au lieu d'une proactivité. Dans une situation de négociation de pré-belligérance ou de pré-crise, normalement, on prévoit le pire et on espère le meilleur. Le général est bien
c'est bien c'est ce que je veux dire. Mais là, comme vous dites, il y a des armements. C'est toujours une aide est toujours la bienvenue. Mais sur le plan des modalités d'accès à un territoire jusqu'à Kiev ou jusqu'à Kharkiv ou je ne sais pas, on verra. À travers la Pologne? Parce que c'est ce qu'ils ont annoncé, que la Pologne servirait de base pour la livraison de ces armes. C'est le pays le plus proche et le plus antagoniste à la Russie, et c'est sur le plan humanitaire comme sur le plan de... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, ce n'est pas trop tard, mais ça aurait pu être avant. Pour revenir justement aux armes nucléaires tactiques, le général l'a bien dit, c'est des actions sur des surfaces déterminées. 2 kilomètres, ce n'est pas de la destruction massive. Poutine aurait-il, encore un acte de folie, mais compte tenu de son isolement, compte tenu même de la contestation interne qui est du reste réprimée, je ne sais pas si dans son propre système, il y aurait des gens qui n'accepteraient pas, même en tant qu'autocrate. Et j'aimerais que le général précise cette information s'il pouvait, parce qu'il paraît que la stratégie des guerres éclairs, comme elle a été un échec, on nous disait, c'est des informations que je n'ai pas pu infirmer, que le chef d'état-major est dans l'œil du cyclone poutinien. Je ne sais pas ce qu'en pense le général. On lui pose la question, général Chauvency. Vous en pensez quoi par rapport à cette rumeur? Est-ce qu'on pourrait la confirmer? Est-ce qu'il y a déjà des signes annonciateurs, peut-être, que ce général des forces armées russes, chef d'état-major, pourrait être déchu de ses fonctions? Oui. Alors, il y a 2 points. Je voudrais d'abord répondre sur le point de la Pologne et de l'acheminement. Oui, bien sûr. D'équipement. Il est certain qu'on lit encore sur les réseaux, chaînes d'information, que l'armée russe a la maîtrise du ciel. Je ne vois pas comment des convois d'armement pourraient arriver en bon état jusqu'à Kiev pour apporter des armes aux populations. Donc j'ai un petit doute sur, d'une part, l'information de cette suprématie aérienne et d'autre part, sur cette capacité à transporter des armes vers les combattants. Ça, c'est le premier point. Très bien. D'autant que les aéroports ont été pratiquement tous détruits selon les informations qui circulent. Oui. Voilà. Donc, il n'y a plus que la route. Donc, on sait la vulnérabilité des convois terrestres. Maintenant, revenons à la question sur le chef d'état-major de l'armée russe. Un commentateur a cité il y a quelques jours que la même situation s'était passée plus ou moins lors de la première guerre de Tchétchénie avec Yeltsin. Yeltsin était convaincu qu'il pourrait prendre Grozny parce que ses généraux lui avaient dit. Et en fait, ça a été une défaite. Donc, il y a un précédent historique. Maintenant, pour revenir à aujourd'hui, est-ce que le chef d'état-major peut être déchu en cours d'action? J'ai quelques doutes. Je n'ai pas d'informations particulières. Mais je vois mal comment Poutine pourrait finalement décapiter son état-major et le remplacer en cours de bataille. Voilà, moi je dirais qu'il est enferré dans une situation où il peut difficilement, sans perdre la face, retirer l'autorité à ses généraux. Les généraux l'ont conduit peut-être à la guerre, maintenant il faut que Poutine se débrouille. Et puis un dernier point, je pense aussi que, vu la réflexion sur l'arme nucléaire qu'on a eue il y a quelques instants, et je partage tout à fait ce qu'a dit le colonel Saoud sur des réticences internes au système poutinien sur l'utilisation d'une arme nucléaire. Et après tout, est-ce que l'armée russe ne pourrait pas se rebeller contre Poutine pour l'empêcher d'aller trop loin? C'est un peu ce que Poutine demandait à l'armée ukrainienne contre le président Zelensky. Et je crois que là, il y a peut-être des choses qui peuvent se passer en interne, mais je n'ai pas plus d'informations, c'est juste une hypothèse. C'est juste une hypothèse, et puis les choses évoluent de manière quand même assez rapide, soit sur le terrain, ou en tout cas sur le volet diplomatique. Parlons justement de ces négociations. Est-ce qu'on peut attendre grand-chose de ces négociations? Est-ce que finalement, on pourrait éventuellement penser que et du côté russe et du côté ukrainien, on se mette d'accord, que ce soit pour le premier round de négociation, parce que j'imagine qu'il y en aura d'autres, qu'on pourrait se mettre d'accord sur une fin des hostilités? Vous savez, on ne discute évidemment qu'avec son adversaire. Dans une configuration comme celle-là, il faut laisser la porte ouverte à la diplomatie, à la négociation. On verra. Le négociateur en chef russe est connu.
c'est un faucon, c'est un nationaliste qui était d'ailleurs ministre de la Culture. On parle de lui comme un dur. Et on verra. On ne sait pas quelle est la composition des négociateurs ukrainiens pour en savoir plus, mais nous allons suivre cela. Mais est-ce que la Russie peut, comme le demande le président ukrainien, retirer toutes ses troupes de l'Ukraine, y compris du Donbass? C'est une question. Mais compte tenu évidemment des pertes supposées, parce que on sait que le gouvernement ukrainien a demandé à la Croix-Rouge de venir prendre les dépouilles de leurs militaires qui se seraient à peu près évalués à 3 000 à 3 500. On parle même de 5 000. Bon. Enfin, en tout cas, voilà. C'est une guerre des chiffres aussi, mais comme on a dit, chiffres, guerre informationnelle. On verra est-ce que la Croix-Rouge viendrait confirmer cela. Mais le représentant des Nations Unies, de l'Ukraine aux Nations Unies aussi, a mis un téléphone vert pour les prisonniers russes. Donc, disons que Poutine n'accepterait pas une humiliation, le général l'a bien dit. Mais l'évolution des choses et la guerre urbaine est très difficile pour les Russes. Vous savez, c'est peut-être un rapport pour l'assaillant de 10 pour 1. Maintenant, c'est une autre question que peut-être le général n'a pas abordée. C'est celle des avions de combat que l'Europe veut donner à l'Ukraine. Je ne sais pas comment ça va se faire. On parle, oui, en effet, on parle d'avions de chasse. Est-ce que, oui, mais ça fait partie un peu des aides aussi qu'ils ont annoncées. On parle de 450 millions d'euros, j'imagine qu'il y a des avions de chasse dedans. Le général vient de le dire à juste titre. La suprématie aérienne est incontestablement russe. Oui. Alors, comment, on verra comment... Vous pensez qu'il est vraiment trop tard pour cela? Oui, on aurait pu le faire avant. Vous savez, l'anticipation, même en période de pré-belligérance, doit être accompagné. Et pourquoi? Il y a eu quand même beaucoup de déclarations de l'OTAN qui, normalement, devaient venir en aide, sans parler de l'article 5, n'est-ce pas, de cette institution qui, rappelons-le, stipule qu'il n'y aurait pas d'aide à un pays, d'aide militaire à un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Mais est-ce qu'on pourrait attendre peut-être un coup de main de l'OTAN? Non, mais c'est pas l'OTAN. Dans cette configuration, parce que c'est une première dans l'histoire de l'Union européenne de venir en aide à un pays non membre. Oui, est-ce que ça pourrait être une première aussi à l'OTAN? Mais c'est l'Union européenne. L'OTAN, il ne peut pas parler de l'article 5 parce que l'Ukraine n'est pas un membre de cette organisation. Oui, mais l'Union européenne n'est pas membre de l'UE non plus. Oui, mais c'est l'Europe, elle a le droit quand même de porter l'aide à l'Ukraine dans une situation militaire, difficile. Oui, et c'est une aide militaire parce que on est passé aussi à une escalade qui est justifiée. Très bien. Général Chauvency, vous partagez l'avis du colonel Saoud en ce qui concerne peut-être un petit coup de pouce, un petit coup de main de l'OTAN pour l'Ukraine, comme ils avaient annoncé d'ailleurs avant le début réel des hostilités sur le terrain en Ukraine. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que l'OTAN, et je rejoins le colonel Saoud sur ce point, puisse intervenir. Si jamais l'OTAN intervenait d'une manière ou d'une autre, même en livrant de l'armement au nom de l'OTAN, ce qui est un peu improbable, ce serait finalement prendre part au conflit, ce que l'OTAN s'est refusé depuis le départ, et ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de protéger, je dirais, le continent européen et ses États membres. Maintenant, l'Union européenne, que vous avez évoquée il y a quelques instants, émet beaucoup de suggestions. Et comme l'a très justement dit le colonel Saoud, comment envoyer des avions alors que la suprématie aérienne russe est affirmée et que les aéroports sont bombardés? La seule solution aussi, c'est finalement de donner l'asile, entre guillemets, à ces avions, à des pilotes ukrainiens à partir, par exemple, de la Pologne. Ce qui fait que, de fait, la Pologne entre en guerre. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Il y a des annonces européennes qui ne tiennent, permettez-moi l'expression, pas la route en termes militaires, vu le contexte actuel. Et je pense qu'il faut se méfier de ces annonces qui font comme Poutine. On donne des annonces, puis finalement, est-ce que c'est possible? Je crains que malheureusement, tout ne soit pas possible. Mais ce qui est possible et ce qu'il est déjà, c'est que l'Union européenne, beaucoup de pays, tour à tour, annoncent la fermeture de leurs espaces aériens aux avions russes. Est-ce que, qu'est-ce que ça changerait? Mettre la Russie un peu en autarcie de manière économique, de la couper du reste du monde, en tout cas sur l'espace aérien, est-ce que ça a un impact réel
aujourd'hui sur la Russie? Est-ce que la Russie ne s'est-elle pas déjà préparée depuis 2014, depuis la guerre de 2014, pour faire face à ce genre de sanctions? Je pense que les sanctions, à moyen terme et à long terme, seront efficaces, isolées financièrement. Il est partiellement exclu du SWIFT, sauf quelques entreprises. Comme vous l'avez dit, l'interdiction de l'espace aérien. Les compagnies aériennes européennes et autres ont interdit le survol ou l'atterrissage dans les aéroports. Aussi, la FIFA vient même sur le plan sportif. Donc, il est dans un isolement assez total. C'est vrai qu'il a installé... Il s'y attendait à cela quand même. Oui, il a installé un système financier parallèle, mais à mon humble avis, le SWIFT, c'est quand même 200 États. C'est quand même 11 000 institutions financières bancaires pour ce qu'ils appellent le CNPT, le système parallèle, c'est 400 banques, c'est Epsilon. Oui. Bon. C'est d'isoler surtout cette décision qui est quand même inédite, d'isoler la Banque centrale russe. La Banque centrale russe. De ses avoirs à l'étranger qui sont vital. Gelés. Partiel aussi. Oui. Pas tous les pays n'adhèrent à cela. Voilà, partiel aussi. Bon, la Russie, l'Europe et le monde qui est allié, je pense que c'est des mesures de rétorsion très importantes. Parce que même si vous avez un fonds souverain de 200 milliards de dollars et puis des réserves de change de 600 milliards, je pense que ça ne suffit pas. Il a compté sur le côté russophile du Donbass, sur la Chine. C'est ça. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Je pense que l'isolement est réel maintenant, sur tous les plans. Et il va falloir qu'il remette son logiciel à jour parce que, comme disait si bien le général, c'est qu'il est dans le logiciel de la guerre froide. Parce que c'est un produit de l'URSS, lui. Un gars du KGB qui est formaté guerre froide. Là, nous sommes dans une autre phase de l'histoire et je pense que sa vision est anachronique. Général Chauvency, une réaction aujourd'hui, la Russie en état de siège, si on peut, n'est-ce pas, puisqu'on parle de passé, de guerre froide, est-ce que le pays n'est-il pas aujourd'hui, de facto, partiellement, en tout cas pour aujourd'hui, en état de siège financier, économique et autres, et quelle serait la réponse? Est-ce que Poutine ne déciderait pas de couper tout simplement le gaz aux Européens? Parce que beaucoup de pays ont émis beaucoup de craintes par rapport à cela. Je crois qu'effectivement, les sanctions visent à isoler la Russie et il faut que les sanctions soient appliquées, mais elles n'auront pas d'effet dans le conflit immédiatement. Elles auront un effet que dans les semaines qui viennent. Donc, à la date d'aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose sur le terrain. C'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes bien dans une guerre dite globale où tous les facteurs sont à prendre en compte. L'aspect militaire, l'aspect diplomatique, l'aspect économique et bien sûr, dans lequel on inclut l'énergie. Effectivement, il est curieux de voir, il n'y a rien qui est dit sur la question sur des coupures de gaz vis-à-vis de l'Europe. On a encore actuellement, à ma connaissance, des approvisionnements presque normaux, semble-t-il. Je n'ai pas d'éléments particuliers, mais il n'y a pas d'écho sur la coupure de l'alimentation en gaz de l'Europe, ce qui est un peu curieux. Bon, voilà. Maintenant, moi, je pense plutôt que... S'il n'y a pas de coupure, ça veut dire que l'Europe continue à payer à la Russie son gaz, quoi. Enfin, oui. C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on annonce des sanctions économiques alors qu'on continue à remplir les coffres, pour reprendre l'expression de l'ancien président Donald Trump, de remplir les coffres russes à travers le gaz. Tout à fait. Je pense que les mesures sont prises. Mais néanmoins, en tant que quelqu'un pas plus informé que cela, je trouve quand même qu'il y a un défaut d'information sur l'efficacité des mesures qui sont prises et aussi sur les mesures de rétorsion des uns ou des autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une communication politique, notamment de l'Union européenne, qui va au plus simple pour que le citoyen comprenne. Oui. Et puis, je pense aussi que l'Union européenne est en train de découvrir qu'elle est terriblement dépendante. Bon, ça fait plusieurs mois, d'accord. Oui. Mais qu'elle est dépendante. Et ça va remettre en cause beaucoup de choses. Dans un premier temps, l'Union européenne, vous l'avez souligné, pour une fois achète des armes, alors que ce n'est pas trop dans sa philosophie. On peut dire aussi que l'Allemagne, annoncée aujourd'hui, annonce pour la défense 100 milliards d'euros.
alors avec un gouvernement social-démocrate, alors que jusqu'à présent, c'était dans les 50. C'est quand même une sacrée marge. Mais maintenant, tout ceci ne sera pas efficace pendant plusieurs années. Maintenant, on a aussi effectivement cet isolement qui va se mettre en place de Poutine, et la question, est-ce que Poutine pourra rester au pouvoir? Et on revient à notre sujet. Est-ce que la défaite, je ne dis pas annoncée, mais l'échec de son agression ne va pas conduire à ce qu'il soit remis en cause au sein de son propre pays, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pas forcément par les apparatchiks, mais peut-être par l'armée? Est-ce que la rue peut encore peser? Je n'en sais rien, parce que c'est un régime autoritaire. Mais dans tous les cas, je pense que derrière tout cela, en fonction de l'issue des combats des prochains jours, se posera aussi la question de la suite pour Poutine. Est-ce qu'il pourra rester au pouvoir? Est-ce qu'il n'est pas en train finalement de défendre sa place à la tête de l'État russe parce qu'il sait qu'il n'a pas l'adhésion de tout le monde en Russie, malgré la propagande interne. Voilà. Les Russes sont aussi informés par les réseaux sociaux. Ils savent ce qui se passe. Et puis, dernier point, on a évoqué les pertes. Rappelons-nous, en Tchétchénie, les mères des soldats russes tués en Tchétchénie qui se sont plus ou moins révoltés contre le pouvoir russe. Parce qu'ils n'acceptaient pas les morts. S'il y a un certain nombre de morts russes en nombre conséquent sur le terrain ukrainien, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la population russe? Et cela n'incitera-t-il pas, elle, à réagir? Même si on se doute bien que les corps seront ramenés d'une manière un peu discrète. C'est pour ça d'ailleurs que la décision de faire venir la Croix-Rouge pour compter les corps ou les ramener est une bonne approche. Pour la Croix-Rouge étant neutre, elle ne rentre pas dans le jeu de la propagande. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, Général Chauvency. Merci pour l'ensemble de vos éclairages ce soir avec nous. Un dernier mot peut-être, colonel Saoud, avant de clore cette discussion. Je pense que le futur est immédiat, notamment les négociations vont apporter quelque chose de nouveau concernant les engagements des uns et des autres. Mais je pense que les positions étant tellement éloignées et que Poutine n'accepterait jamais une humiliation parce que visiblement aujourd'hui, il est en perte de vitesse et ses projets stratégiques ont buté sur une résistance qu'il n'attendait pas. Le fait d'avoir sous-estimé la pugnacité des Ukrainiens par son état-major, et je pense que c'est une chose qu'il doit maintenant mijoter pour voir comment se sortir de cette... Parce qu'il est dans une crise... Indemne surtout. Enfin, pour son avenir, notamment politique. Donc, comme l'a si bien soulevé à juste titre le général Chauvency, beaucoup de questions en suspens, mais la principale, c'est l'avenir même du président russe, Vladimir Poutine, après cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup, colonel Saoud. C'est moi qui vous remercie. Mes remerciements également, une nouvelle fois, au général Chauvency. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci au colonel. Merci beaucoup. À bientôt, mon général. À bientôt, mon colonel. Voilà, c'est la fin de la première partie de Questions d'actu. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Et donc, sans transition, nous parlons éducation, nous parlons droit et rôle des femmes, notamment en Afrique, pour la culture, pour aussi l'éducation des enfants, mais aussi pour la mémoire. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau Patricia Defever. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice de la maison d'édition Langage du Sud, qui est à l'origine d'une série de livres pour enfants. On va en parler bien sûr en détail tout à l'heure. Également se joint à nous par Skype Madame Gabriela Ramos. Bonsoir. Bonsoir, enchantée d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Je rappelle juste que vous êtes donc sous-directrice générale pour les sciences générales, sous-directrice générale pour les sciences sociales plutôt et humaines à l'UNESCO. Donc, pour juste petit rappel, c'est un projet qui a été mené en coordination entre la maison d'édition que vous représentez, Patricia Defever, Langage du Sud et l'UNESCO. C'est une série de livres pour enfants, pour retracer un peu l'histoire de l'esclavage, mais pas que. Parlez-nous de la naissance, de la genèse, de ce projet. Comment est née l'idée de cette collection ? Mais l'idée est venue déjà de ce que nous faisons, Langage du Sud. On est très, je dirais, focalisé sur la jeunesse. On a aujourd'hui 105 titres, cette collection
Et on travaille à la fois sur des ouvrages, du dessin animé. Et en fait, nous avions l'idée de faire une collection spécifique pour raconter l'histoire du continent et de l'Afrique. Et j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus d'1 an le directeur du programme sur la route de l'esclavage. Et c'est comme ça qu'est né, avec l'UNESCO, ce projet que nous voulions porter sur l'histoire, racontée pour les enfants, sur la route de l'esclavage. Alors, il s'agit bien évidemment de leur raconter à travers des mots simples, mais qu'on puisse, à travers cette mémoire, aussi travailler sur la lutte sur le racisme et la discrimination, et puis que ces enfants puissent comprendre cette histoire, et je dirais de part et d'autre, parce que ce n'est pas simplement sur le continent. Il faut que les enfants, d'abord, tous ces esclaves qui sont partis, cette population qui est partie d'Afrique, qui est partout dans le monde, aussi puissent se réapproprier ce patrimoine et cette histoire, et puis que tous ceux qui ont contribué puissent mieux comprendre. Et on a pensé que c'est au niveau des enfants qu'on peut changer le regard et qu'on peut changer la façon de voir les choses. Et on va parler du patrimoine aussi que tous ces hommes et ces femmes ont laissé partout sur les différents continents. Donc l'audience n'est pas limitée au continent africain, mais va au-delà des frontières africaines. Bien évidemment. Très bien. Alors, vous avez évoqué, donc, j'ai envie de dire, le projet un peu qui a drivé l'idée de cette série de livres. Il s'agit de la route de l'esclave, le projet de la route de l'esclave de l'UNESCO. Gabriela Ramos, si vous nous parliez un peu d'abord des objectifs de ce projet, de ce qui a été fait jusque-là dans le cadre de ce projet, la route de l'esclavage. Oui, bien sûr, je suis vraiment fière de cette partenaire qu'on a avec le langage des sourds, parce que c'est vrai que à travers le regard de l'enfance, des enfants de 5 à 9 ans, et qui puissent suivre les aventures de Binto et Issa, qui sont deux enfants engageants, mais qui nous racontent l'histoire de l'esclavage, mais pas l'histoire de l'esclavage comme une affaire intellectuelle, une affaire de personnes, des humaines, des femmes, et de la résistance qu'ils sont mis à être dans cette situation. On porte le regard sur la question de la plantation de sucre, on porte le regard sur la question de Gangwas, que vous le connaissez bien au Maroc, mais surtout on porte la compréhension de cette situation qui des personnes ont mis pour la question de l'argent et de profit, ont déshumanisé les autres êtres humains, mais aussi les valeurs et les puissances des femmes aussi, des femmes mises en esclavage dans l'histoire de Petit. Mais c'est un chapitre additionnel de l'effort que l'UNESCO a fait pendant 30 ans pour qu'on n'oublie pas. Il ne faut pas oublier cette situation. On ne peut pas oublier qu'il y avait l'esclavage, qu'il y avait la position d'esclavage. On a travaillé avec des communautés des experts. Cette édition, c'est pour les enfants, mais on a vraiment recueilli l'expérience de notre réseau des experts qui ont fait beaucoup d'analyses, beaucoup d'historiographie pour que tout ce qu'on présente là soit vraiment fidédigne de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de la tragédie qu'il faut toujours avoir la conscience de que ce type de choses passe. Et maintenant que nous sommes dans une condition de guerre, que c'est vraiment horrible, il faut toujours repenser l'histoire pour ne pas la répéter. Mais de l'autre côté, c'est vrai que l'esclavage et cette transposition de personnes qui viennent de l'Afrique par tout le monde nous a laissé beaucoup de richesses aussi. Et on peut faire aussi les contributions au niveau culturel, au niveau musical, au niveau de tous vraiment les développements qui sont achevés, les communautés qui ont été mises en esclavage, mais qui alors, ils ont aussi fait des contributions monumentales. On fait aussi un registre de cette contribution des lieux de mémoire, mais aussi un autre côté. Et ce n'est pas seulement une affaire historique. Il y a des impacts actuels dans des conditions de racisme et d'expression de racisme contemporain. Oui. Et donc, fait les liens aussi à travers le regard de la jeunesse pour éviter que ça existe, pour qu'elle comprenne les valeurs de vivre ensemble, de comprendre les autres cultures et aussi d'éviter les stéréotypes qui sont nés à vraiment un âge plus jeune, vraiment jeune.
Alors, justement, Patricia Defever, comment avez-vous mis ça sur papier? Enfin, comment avez-vous illustré cette relation entre l'esclavage, n'est-ce pas, et le racisme, qui est un des faits aujourd'hui contemporains, comme l'a si bien rappelé Gabriela Ramos. Sur ces livres-là destinés aux enfants, comment est-ce illustré? Alors, on s'est appuyé en fait on a créé des petits personnages. Donc, on va parler d'ailleurs des deux auteurs qui sont des femmes, Bintou et Issa. On a créé deux petits personnages, Bintou et Issa, qui sont entourés par leurs grands-parents, parce que l'idée de transmission est importante. Et donc, ce sont les grands-parents. Ils ont aussi deux amis, Awa et Félix. Donc, ce sont des enfants qui sont un petit peu partout de l'Afrique. Et donc, les grands-parents, grands-pa et grand-ma vont, au fur et à mesure des histoires, transmettre à ces enfants les valeurs du continent et aussi toute cette histoire qui a été portée, mais tout en travaillant autour du patrimoine. Par exemple, autour de la musique. Il est important d'expliquer qu'une grande partie des musiques contemporaines sont des musiques qui viennent du continent. Et c'est ce qui va passer à travers les petites histoires. Le riz. On va découvrir que le riz, certes, il y a le riz qui vient d'Asie, mais il y a du riz qui vient de l'Afrique de l'Ouest et qui est arrivé sur le continent américain, entre autres au Brésil et ailleurs, parce qu'il a été amené par ce peuple qui a été déplacé. Donc toutes ces histoires, c'est ça que Bintou et Issa vont découvrir au fur et à mesure avec leurs amis. Mais c'est une histoire qui est pour des petits, donc il faut aussi que ce soit tout en passant des messages un peu ludiques et puis attachants. Donc de l'objectif, alors on a deux autrices. Une autrice qui s'appelle Kidi Bébé, qui est la fille d'ailleurs d'un grand musicien du Cameroun. Donc c'est elle qui écrit les histoires. Et une jeune femme formidable qui a créé les personnages avec nous, qui est sénégalaise, qui s'appelle Salomé Seck. Et donc et mon équipe de graphistes et de créatifs et directeurs artistiques au Maroc. Et donc c'est l'ensemble de ces équipes qui travaillent sur ces petites histoires et qui est en train de monter l'ensemble de ces titres. Il y aura 6 titres, un titre sur l'île Maurice, un titre sur Haïti, un titre sur l'île de Gorée, parce qu'effectivement c'est parti de là, un titre sur les Gnawa, un titre sur le riz et un titre sur les musiques du monde. Donc voilà un petit peu comment on commence. Et je dirais que ce que je trouve formidable, c'est que l'ensemble de ces expertises, au-delà du chemin que j'ai fait avec l'UNESCO pendant 1 an et avec Tabou Ngouma qui a été fortement impliqué de l'UNESCO, je dirais au-delà de ça, il y a une synergie de tous ces jeunes qui font partie de cette équipe et de ces auteurs qui est formidable. En parlant de synergie, aujourd'hui, on évoque souvent la participation, la contribution de chercheurs et d'écrivains qui viennent d'Afrique pour parler de l'histoire de l'Afrique, de la mémoire africaine. Gabriela Ramos, quelle a été la contribution de chercheurs, ou en tout cas de personnalités africaines, dans ce grand projet porté par l'UNESCO qui est la route de l'esclavage? Oui, comme je disais, Kadijima, c'est vraiment les réseaux des experts africains, oui, et aussi latino-américains, parce que bien sûr, l'UNESCO, c'est une organisation universelle et on a bien tous sûr les pays dans nos cadres, mais on fait toujours cet effort pour avoir la voix des Africains vraiment claire dans notre travail. Et à part de la route de l'esclavage, que bien a dit Patricia, avec Taboué, qui est notre grand propulseur ici à la UNESCO, on a un travail de l'histoire générale de l'Afrique. Ce sont des recherches pour raconter l'histoire de l'Afrique pour les Africains. Et donc, on trouve des histoires qui ne sont pas vraiment ce qu'on a dans les livres de textes qu'on connaît, qui sont rédigés par le Nord, mais ce sont la voix de Sud et de vraiment retrouver cette puissance qu'on a dans la mémoire, dans l'histoire, dans la littérature, dans toute la création que l'Afrique puisse donner au monde. Et donc, on le fait avec les experts africains. Et ce n'est pas seulement la route de l'esclave, c'est aussi l'histoire générale de l'Afrique qu'on poursuit. Mais c'est surtout dans le contexte des sciences sociales humaines. On se rend compte maintenant, dans le contexte de Covid, dans le contexte de la guerre qu'on témoigne aujourd'hui, qu'il faut avoir une connaissance vraiment proche de la réalité des peuples. On ne peut pas venir avec un regard qui ne soit pas vraiment ancré
dans l'histoire, dans la culture, dans la philosophie, dans la mentalité des peuples. Et c'est ça qu'on fait avec la route de l'esclavage, parce que bien sûr, c'est un appel à ne jamais répéter cette histoire, à ne jamais l'oublier. C'est génial de le faire à travers la jeunesse et de le faire à travers la littérature, parce que ça engage, et avec un message aussi positif, c'est pas seulement de répéter la tragédie, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui nous a donné à niveau social, au niveau économique, au niveau personnel, au niveau individuel. C'est vraiment important de voir de où nous venons pour établir où est-ce qu'on veut aller. Et aussi pour combattre, comme j'ai dit au début de cette discussion, les racismes, les discriminations qui sont présents partout et qui sont vraiment agudisés à cause de la pandémie. Donc, on fait notre travail. Et le mandat principal de l'UNESCO, c'est de mettre les enjeux de la paix dans la tête des femmes et des hommes, parce que c'est la guerre qui est née dans la tête des femmes et des hommes, et toujours de changer les mentalités, et on le fait maintenant avec le langage de sourds avec la jeunesse, mais on le fait par tout le monde, avec beaucoup d'activités et beaucoup de remembrances de cette situation. Alors, cette collection a été créée au Maroc, n'est-ce pas, Patricia Defever? C'est destiné à l'Europe. Comment être sûr que, compte tenu du contexte actuel, n'est-ce pas, la montée du racisme, on entend certaines voix aujourd'hui, même sur certaines chaînes de télévision françaises, qui poussent à la réflexion et qui poussent aujourd'hui à l'urgence d'inclure ce genre d'ouvrage à la jeunesse, dans le curriculum de la jeunesse française. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui soit réalisable et réaliste aujourd'hui, selon vous, Madame Defever? D'abord, je pense qu'il n'y a pas que la France. Oui. Je sais qu'on est très focalisé, mais nous, on ne l'a pas fait pour simplement la France. On le fait aussi, comme on est en train de dire, comme le dit Gabriela, pour l'ensemble des pays, parce que vous avez le continent américain, et qui est une grande partie. Vous avez un petit peu partout, je dirais, le racisme est présent partout. Mais déjà, il faut que toutes les populations qui ont contribué à cette industrie humaine et à cette traite humaine puissent avoir ces livres. Donc nos livres, on va les faire en plusieurs langues. Donc déjà, dans les langues, effectivement, en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Et j'espère assez vite dans les langues locales, aussi pour l'Afrique, pour le continent, parce que c'est important aussi que les petits Africains puissent se réapproprier cette histoire autrement et à travers le patrimoine. Et donc, oui, je pense que nous, on va le distribuer partout. Donc, si vous voulez, on va le distribuer partout. Je suis déjà en contact avec beaucoup de gens, et je retourne d'ailleurs la semaine prochaine, parce que vous savez que Langage du Sud est une société marocaine, et donc je suis très fière qu'on fasse ça à partir du Maroc d'ailleurs, parce qu'on dit toujours que le Maroc, qui est la réalité, est hub africain. Et à ce titre, je trouve qu'on est dans le prolongement de tout ce qu'on doit faire et ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire au Maroc. Donc, je retourne la semaine prochaine en France, parce que j'ai des contacts pour justement ça, pour diffuser le plus possible cette petite collection et qu'elle rentre, comme vous le dites, effectivement, dans l'esprit et dans les... Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'adresse aux enfants, parce que je ne veux pas être pessimiste, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse changer tellement les grands. C'est ça. C'est les petits qu'on va changer. C'est le regard des petits. Et je veux dire, si on développe et on arrive à développer cela, et je pense qu'on sera soutenu pour ça, parce qu'il y a des intérêts, bien c'est par les petits qu'on changera son regard, c'est par le petit qu'on peut changer la discrimination, c'est par les petits qu'on peut changer le racisme, et aussi je crois beaucoup au support des femmes. C'est ça. Donc je pense que vous avez raison, on est en train de faire, et je suis en train de faire, je bouge beaucoup pour ça, ce qu'il faut pour que ça soit diffusé, parce que c'est très important pour moi, très important pour mon équipe. C'est essentiel. C'est pour ça que l'UNESCO nous a fait confiance, et c'est un grand honneur qu'on ait signé ce projet pour nous. Je veux dire, c'est important. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur de ça et qu'on porte ce message pour combattre ces discours qu'on ne peut pas admettre et supporter. Un discours aussi qu'on ne peut plus admettre aujourd'hui, alors que exactement. Nous sommes à la veille de ce mois de la femme. C'est celui de l'inégalité homme-femme. Aujourd'hui, quel est le rôle aujourd'hui des femmes dans le travail de l'UNESCO en termes de lutte contre les inégalités entre les genres, et aussi quelle est l'approche adaptée à ce genre de lutte qui dure et malheureusement qui dure encore aujourd'hui en 2022. Dernière question, Gabriela Ramos.
Bien sûr, Kajima, et je dirais que c'est pas seulement, je suis vraiment ravie d'avoir cette Binto et Issa et la Sari, mais nous travaillons aussi avec le ministère de l'Éducation pour avoir des fiches pédagogiques sur la question de l'esclavage et sur la question de l'histoire générale de l'Afrique pour avoir une compréhension meilleure. Je suis d'accord avec Patricia, c'est dans la jeunesse qu'on puisse vraiment faire un impact majeur. Bien sûr, on ne se résigne pas de travailler avec les adultes, on le fait aussi, mais c'est dans la jeunesse qu'on puisse avancer. Et dans les projets de Binto et Issa, mais aussi dans la route de l'esclave, on fait un effort énorme pour ne pas oublier les contributions des femmes. Et on commence par ça, parce qu'il me semble que l'histoire est écrite par des hommes. Il n'y a que des hommes dans l'histoire. C'est toujours les hommes qui prennent des décisions, qui sont les empereurs, qui sont les rois, qui sont les... Non? Et on oublie qu'il y avait des femmes qui font des contributions exceptionnelles. La résistance à l'esclavage que les femmes ont menée, on peut les récupérer. La résistance qu'ils ont mis, par exemple, par la libération de l'Haïti, Oui. par les contributions aussi culturelles que les femmes font, et on peut les récupérer. Et pourquoi on met l'accent sur le regard des femmes? Parce que la discrimination, les stéréotypes, les propos racistes commencent aussi avec les femmes. On est dans un monde qui n'est pas égalitaire, toujours. On le voit avec le Covid, la situation de la femme a empiré beaucoup, oui. Au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de la violence. Et donc, cette déshumanisation qu'on a avec l'esclavage, mais qu'on aussi trouve quand on regarde qu'il y a 30%, 40% d'augmentation de la violence dans le contexte de Covid, il y a une déshumanisation des femmes. Et donc, il faut retrouver l'équilibre social qu'on a besoin pour éliminer les stéréotypes, pour éliminer ce type de mentalité. Et dans mon niveau, on travaille pour l'élimination de ces stéréotypes et des masculinités toxiques. On travaille dans l'éducation, mais je vous dis, on a lancé novembre l'an passé et une recommandation de l'éthique sur l'intelligence artificielle parce que tous ces stéréotypes qu'on a dans le monde réel se reproduisent exponentiellement dans toutes les plateformes digitales, dans tous les algorithmes, dans toute l'intelligence artificielle. Et donc, on met l'accent aussi là pour éviter ce type de discrimination que les femmes confrontent chaque jour. C'est un travail énorme, mais on le fait. On le fait en changeant les mentalités et aussi avoir une action pleine dans la jeunesse, mais aussi dans les technologies pour éviter que la discrimination se reproduise comme on l'a vu partout. Très bien, et surtout que la jeunesse, justement, est très exposée à ce monde virtuel et digital. Merci beaucoup, Gabriela Ramos. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous et merci pour ce moment. Et pour ce sourire très généreux, merci beaucoup. En tout cas, on est orienté avec beaucoup d'optimisme vers l'avenir. Patricia Defever, merci également à vous de vous être déplacée à nos studios. Je rappelle donc que vous êtes à la tête de cette maison d'édition Langage du Sud. Binto et Issa, collection donc destinée pour les enfants qui est disponible dans toutes les librairies aujourd'hui. Non, qui sera disponible dans l'année. Dans l'année. Voilà. Très bien. On le suivra en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.